Bon, eh bien, bienvenue de nouveau à la Ville Dieu pour cette commémoration, pour ce 70e anniversaire. Je vous remercie d'être aussi nombreuses et aussi nombreux. Et ben, on va continuer, hein. C'est dans ce moment où il y a tant de psychopathes au pouvoir, où les guerres se déclenchent d'un jour à l'autre, du matin dans l'après-midi. Eh bien, écoutez, c'est plus que jamais le moment d'exprimer une vision pacifiste et de dire que les peuples ont le droit de se défendre, mais leurs dirigeants n'ont pas le droit de déclarer des guerres à tort et à travers, sans consulter ni les parlements, ni les gouvernements, ni leurs peuples. Et donc, eh bien, écoutez, bon séjour à la Ville-Dieu, nos débats seront riches, il y a un beau programme, et j'espère que vous serez heureux de partager tout ça avec nous. Voilà, merci à vous tous. De nouvelles troupes en Algérie, qui sont considérées comme une guerre, vous le savez, hein, ce sera qu'en 99, bien montré. Hein. Mais c'est des pouvoirs spéciaux qui vont être mis en cause, on pourra en discuter après, je pense, hein, sur ce problème-là. Et en tous les cas, il y a des rappelés, donc des soldats qui étaient déjà partis en Algérie et qui vont se retrouver rappelés, ils avaient déjà fait longtemps en Algérie. On les rappelle, et c'est surtout ces rappelés qui ont contesté en fait leur départ, hein, parce que ils étaient allés une fois, ils avaient vu ce qui s'était passé, ils en avaient rappelé, et ils ne voulaient pas repartir en Algérie. C'est donc des rappelés qui étaient dans le fameux car qui s'est arrêté à la ville de 7 mai 56, donc, et non pas. Parce que je à chaque fois de remettre un peu les pendules à l'heure, c'est pas la population de la Ville-Dieu qui a arrêté le car, ce sont vraiment les rappelés dans le car qui commencent une petite mis le bordel de toute façon. Déjà au palais, à la gare du palais, le palais qui est là, voilà. Et ton mari était présent. Hein. Donc déjà au palais, ils avaient été débarqués du train parce qu'il y avait le bordel total. Et donc une partie de ces rappelés avait été embarquée dans des cars pour rejoindre bien sûr le camp de la Courtine avant d'être envoyés en Algérie. Et ce sont eux qui ont arrêté le car, hein, le fameux car qui s'est arrêté à la ville. C'est pas la population. La population, elle est venue solidairement après les rejoindre. Mais c'est vraiment les rappeler. Un des rappelés, qui a d'ailleurs été mis en cause, qui a eu droit aussi au procès militaire qui a eu lieu à Bordeaux. Hein. C'est Michel Franck. On n'a jamais pu retrouver, hein. On a recherché avec Mermet, mais jamais on n'a pu retrouver les traces de ce rappelé, qui lui a pris en main les choses, il a pris le conducteur par le cou et il l'a obligé à s'arrêter. Voilà. Et donc les rappelés sont descendus du train en criant donc leur désir de ne pas repartir et en criant paix en Algérie. On n'est pas, attention, on n'est pas dans l'indépendance de l'Algérie. Hein. Je crois qu'on pourra en reparler après. On est dans paix en Algérie. Bon. Et là, bien sûr, hein, la population locale commence à se regrouper, puis des petits villages voisins, et c'est ce qui a créé donc cet événement, ce que Mermet a appelé une résistance inaperçue. Parce qu'effectivement, il y a eu des tas d'autres résistances de ce genre en France. Hein. C'est pas que la Ville-Dieu est exceptionnelle. Hein. Il y a eu plein d'endroits, mais qui ont été couverts un petit peu plus largement sur le plan national, où effectivement, il y a des rappelés qui ont refusé de partir en Algérie. Les femmes des rappelés, souvent, se couchaient sur les voies. Enfin, il y a eu des mouvements importants dans des villes, mais dans des villes plus importantes. Donc, c'était couvert nationalement. La Ville-Dieu, à l'époque, je ne sais pas, il y avait combien d'habitants, Thierry? À cette époque-là, je pense qu'il y avait à peu près 150 habitants. Voilà, 150 habitants. Ça a pas fait, ça a fait les titres, bien sûr,
des journaux locaux, aussi bien l'Écho du Centre que le Populaire du Centre, étant entendu que la position n'était absolument pas la même. Ça, c'est intéressant aussi peut-être d'en reparler. Voilà. Donc voilà, c'est resté en fait lettre morte pendant... Ça a divisé un peu le village, enfin un peu beaucoup le village, je pense. Hein. Et donc, on a mis ça sous le tapis. Sous le tapis pendant des années. Ouais. C'est-à-dire que nous, quand on a déboulé de Limoges avec les élèves, hein, en fait, on est arrivé là, mais en n'ayant pas grand-chose à se mettre sous la dent, même si on avait fait quelques recherches dans les journaux locaux. Mais bon, Thierry nous a bien dit, hein, vous n'aurez peut-être pas forcément toutes les portes qui vont s'ouvrir. Et effectivement, les portes ne se sont pas ouvertes. Je sais qu'on a été contesté par des personnes quand on a présenté Guéret-Baillon, hein, en nous disant « Ah oui, vous n'êtes pas venus chez nous ». Faux. Je pense que les élèves ont fait ce qu'il fallait hein, pour arriver à interviewer tous les gens qui voulaient être interviewés. À partir de là, donc, on a fait cette vidéo que vous allez voir, donc Guéret-Baillon. Et la chance qu'on a eue, enfin qu'a eu l'événement, parce que nous, disons qu'on était l'élément qui transmettait, mais ce qu'il fallait, c'était aussi une transmission un peu plus large. Et on avait envoyé la vidéo, donc, qui avait eu la chance d'être avec la voix d'un comédien qui très, très important pour nous, qui s'appelle Denis Lavant, et qui a fait la voix off de la vidéo, étant entendu que ce texte, d'ailleurs, est extrait des Mémoires d'un prolétaire, écrit par René Romanet, le livre qui vient d'être édité. Donc on a envoyé ça, bouteille à la mer, on a envoyé ça à Daniel Mermet, qui œuvrait sur France Inter à l'époque pour La Voici j'y suis. Les plus anciens connaissent sans doute l'émission. Il était très très branché sur la guerre d'Algérie pour avoir des souvenirs très précis de certains tabassages et de certains événements de l'époque. Et donc on s'est dit, bon, on ne sait jamais. Et en fait, il a percuté, donc il est venu à la Ville-Dieu, il est venu au lycée Pagnol à Limoges, il a interviewé les gens qui avaient des choses à dire sur cet événement. Et il a fait 3 émissions de La Voici j'y suis sur cette résistance inaperçue de la Ville-Dieu. Ce qui a lancé un petit peu l'affaire. Relancé l'affaire, on peut dire, parce que d'un coup, ben voilà, tout le monde s'est mis à dire oui, pourquoi on ne reviendrait pas sur cet événement-là, parce qu'il est quand même important. Savoir que dans une petite, et pas n'importe où, il y a un petit village d'accord, mais de Creuse, où il y a déjà tout un passé de résistants, tout un passé effectivement où on ne se laisse pas, on ne s'en laisse pas compter. Et donc c'était important que ça se transmette d'une façon plus large, ce qui a été le cas. Voilà, le film que vous allez voir, donc, est un film d'élèves, hein, on est bien d'accord. Pas d'élèves en cinéma du tout, c'était des élèves de lycée pro qui étaient plutôt un travail de bureautique, enfin sténodactylo, même si ça s'appelait comme ça à l'époque. Donc en tout cas, ça n'avait rien à voir avec des élèves de cinéma. Donc, sauf que il y avait 22 élèves, je crois qu'il y avait 20 filles et 2 garçons. Donc ils ont essayé de transmettre ce qu'ils avaient à transmettre. Étant entendu aussi qu'on est bien tombé, quand même, ça je voudrais bien le rappeler, parce qu'il faut savoir que c'est en 99, je le disais, donc on a enfin dit que ce qui s'était passé à ce moment-là, c'était la guerre et non pas des événements, dont on disait très petitement. Donc reconnaissance que c'était une guerre, hein, 99, et 2000, juste au moment où nous, on essayait de débroussailler cette histoire de la Ville-Dieu, c'était sûrement en octobre 2000, je crois, il y a eu l'appel des 12, qui était relayé par le journal Humanité. Et l'appel des 12, c'était quoi? C'était 12 intellectuels de tous bords, hein, qui dénonçaient l'utilisation de la torture en Algérie. Et ça a lancé quand même un petit peu
Du coup, les gens se sont mis à se réinterroger sur la guerre d'Algérie, réinterroger sur l'utilisation justement de la torture en Algérie. Et je pense qu'on est tombé dans le bon moment pour nous aussi arriver à apporter notre pierre à l'édifice. Et c'était d'autant plus important dans le lycée pro. On avait pas mal de gens qui étaient des parents issus de l'immigration algérienne et donc qui étaient très intéressés par cette histoire, qui voulaient en savoir plus. Et puis on va en reparler après, mais on avait invité par exemple quelqu'un comme René Gauthier, donc on va parler après pour le film. Les élèves avaient vu avoir 20 ans dans les ORES, donc policier un petit peu ce qui se passait au niveau de l'Algérie, ce qui s'était passé, ce qu'on n'avait pas dénoncé à l'époque. On avait eu aussi Gérard Mantilla, qui a fait un film sur la guerre d'Algérie qui était très connu, qui s'appelle Chef Frangin. Et donc là, c'était des gens qui étaient porteurs déjà d'une mémoire. Et donc les élèves étaient donc tout à fait aptes à travailler sur le sujet. Voilà. J'espère que... je voulais simplement dire que c'est pas... Moi, je cite toujours quelqu'un, parce qu'on l'aimait beaucoup, il est venu plusieurs fois à la Ville Dieu. C'était Michel Boujoux. Peut-être que ça dit quelque chose. Hein. C'était à la fois un journaliste, mais aussi un écrivain. Il a travaillé beaucoup au cinéma, bien entendu. Et il est venu donc plusieurs fois à l'image et à la Ville-Dieu, dans des fêtes organisées à la Ville-Dieu. Et c'est quelqu'un qui était porteur de cette mémoire lui aussi, puisqu'en fait, en 61, il a refusé de rejoindre il était envoyé normalement en Algérie, et il a refusé de rejoindre je ne sais pas comment on appelle ça, voilà, c'est une vision, voilà. Il a refusé donc, et il est parti se réfugier en Suisse. Le jour donc, où il a décidé de cette rupture, c'est le jour où Gary Cooper est mort. Je sais ça parce qu'il a fait un bouquin justement qui s'appelle comme ça, le jour où Gary Cooper est mort, et où il raconte justement le moment où il a décidé de ne pas partir en Algérie, et où il s'est réfugié dans les cinémas à Paris, un petit peu partout, où justement on annonçait la mort de Gary Cooper, et voilà, il en a fait un bouquin. Il est parti donc se réfugier en Suisse, et puis c'est là-bas qu'il s'est formé au métier de journaliste. Et donc la dernière fois qu'il était venu à la Ville-Dieu, quand il m'en souvient, bon, moi c'est dans ce que j'ai trouvé un petit peu dans ce que j'ai gardé, ça date de mai 2006. Voilà. Donc ça doit être la dernière fois où on a pu faire quelque chose à la Ville-Dieu sur les événements de la Ville-Dieu. Et il nous avait dit ça. Parler, honorer, commémorer, ce n'est pas poussiéreux. Rendre hommage à Fonton, Meunier, Romanet, c'est retrouver nos racines, notre histoire, une certaine fierté dans la résistance. Je pense que ça veut un petit peu de l'idée au salon de cette journée, de ces deux journées, de commémoration, si on est, même si nous défriser certains, mais enfin voilà, c'est aussi dans ce sens-là qu'on peut accepter ces deux journées qui rendent hommage à nos trois résistants, par un hasard d'ailleurs, dont deux d'ailleurs étaient oppressés et s'étaient illustrés pendant la résistance contre l'occupation, enfin contre les nazis. Voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé, désolé. Hein, si vous voulez abandonner quelques éléments de contexte, parce que tu as parlé des dissensions qui étaient nées au sein de la population. Moi, j'ai regardé un petit peu à l'époque, dans les années 2000, les archives municipales. Et en fait, au début, il y a eu quand même un vrai soutien de la population. Il y a eu des grèves, même des défilés des écoliers
dans les rues de la Villedieu et de Faux-la-Montagne. Et il y a eu, donc à partir du moment où René Romanet, le maire, a été déchu, il y a eu évidemment des élections municipales. Et il y a eu 3 élections municipales où il y a eu donc un conseil municipal qui a été élu. Et le jour le lendemain ou le surlendemain de son élection, a démissionné en soutien avec Romanet, Fanton et Meunier. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où l'État a compris qu'il y avait quand même une forte résistance de la population, il y a eu une nomination de 3 personnes par le gouvernement français, hein, et donc avec des personnes qui étaient jugées beaucoup plus modérées, et beaucoup plus proches de la philosophie de l'État à ce moment-là, et de ce triumvirat est sorti quelqu'un qui était plutôt à droite, hein, et qui a pris le pouvoir à la Villedieu, dans une commune où on votait à 80% à gauche et à 60% pour le PC. C'est un maire de droite qui est resté pendant 40 ans maire de la Villedieu. C'est moi qui lui ai succédé. Et donc, effectivement, à partir du moment où ce triumvirat a été nommé et où il y a eu de nouvelles élections, où péniblement il y a eu de nouveau un nouvel exécutif à la Villedieu, ça a créé des grosses dissensions, parce qu'il y avait vraiment 2 clans. Il y avait le clan des gens qui soutenaient René Romanet, donc plutôt les communistes qui étaient très proches des positions de René et qui l'ont soutenu. Et par contre, après, il y avait une partie de la gauche et de la droite qui s'est écartée de cette position, qui s'est dit, voilà, il y a une opportunité pour nous aussi de prendre le pouvoir à la Villedieu et de gérer la commune. Et de gérer la commune, en fait, pendant 40 ans, sans être critique, ils n'ont rien fait. Mais clairement, ça, c'est vraiment, c'est inscrit dans l'histoire de la Villedieu. Et au fil des années, cette histoire, elle s'est enfouie dans la mémoire. Et effectivement, moi qui suis arrivé seulement en 84, il y a juste ma voisine qui était dans le même hameau que moi, qui m'en a parlé. Mais sinon, personne n'en parlait, effectivement. Et donc, il a fallu que ce soit Daniel et ses élèves, il fallait vraiment un élément extérieur, en fait, qui vienne ressortir cette histoire de la mémoire collective du village. Voilà. Et malheureusement, René était déjà décédé. Il y avait Gabi, quand même, Meunier, qui pouvait porter une parole très proche de celle de René, même peut-être encore plus militante, hein, puisqu'elle avait vécu tout ça dans sa chair, hein, vraiment, profondément. Elle a été très longtemps secrétaire de mairie de la Villedieu, et notamment pendant la guerre 39-45. C'est avec René qu'ils ont fait des faux papiers, des faux bons d'alimentation et tout ça, puisque à 2 km d'ici, à Truffy, sur la commune de Faux, il y avait un camp avec des républicains espagnols, où il y avait 250 républicains espagnols, qui ont été à l'origine du maquis, ici, sur la montagne Limousine, avec Guingouin. Mais c'était les premiers, eux, qui étaient à la fois, qui avaient l'entraînement à la guerre, à la résistance, et qui avaient l'expérience du maniement des armes. Donc, ils ont été très importants dans la fabrication de cette résistance à l'occupant au début de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut bien avoir ça en tête aussi, que les dissensions dans la commune de la Villedieu, elles sont nées aussi de cette nomination qui venait de loin, mais qui a su trouver les éléments locaux pour que le pouvoir local continue à être exercé, et qu'en fait, il n'y ait pas eu une vraie réflexion à ce moment-là sur la vie de ces gens-là, qui a été profondément affectée, hein, évidemment, parce qu'il y a eu, je pense, surtout pour René et Gaston Fanton. Gaston Fanton, il était instituteur, il était militant communiste, il a perdu le droit d'exercer sa profession. René, il a été cassé de son mandat de maire, et je pense que ces gens-là, ils s'en sont jamais remis, parce qu'il n'y a pas eu assez, à ce moment-là, de débat et de reconstruction pour eux. Et c'était un moment où, effectivement, la guerre d'Algérie est rentrée dans le grand tabou français. Hein. Voilà, cette chape de plomb, qui dure encore, d'ailleurs, hein, même si aujourd'hui,
l'ambassadeur de France en Algérie retourne en Algérie aujourd'hui même pour reprendre ses fonctions. Mais voilà, 70 ans après, on n'a encore rien réparé. On n'a pas commencé, on n'a pas posé les premières briques de la réparation avec non seulement le peuple algérien, mais tous les peuples colonisés par la France. Et on n'a pas, contrairement à certains pays qui sont capables aujourd'hui de débattre, des pays américains ou européens qui sont capables de débattre sur la colonisation et sur la post-colonisation, j'ai l'impression qu'en France, on est complètement coincé là-dessus. Hein. On a encore l'idée, malgré les 4 ou 5 milliards d'endettement, qu'on est encore un grand pays et qu'on a de comptes à rendre à personne sur toute notre histoire. Thierry, je peux te présenter mon cas. J'en profite puisque René Romanet, quelques années avant son décès, avait édité à compte d'auteur un livre qui s'appelle donc Le chemin d'un prolétaire, où il raconte sa vie d'habitant de la Villedieu, de maire. Évidemment, il raconte cette histoire assez brièvement. Donc ce livre était épuisé. Et j'ai demandé l'accord à Christian, qui doit être par là. Son fils, non, il n'est pas là, mais il n'est pas là. Et à Henri, donc le fils de René, ils ont été d'accord. Il y a 3 contributions en plus par rapport à l'édition originale. Hein. Il y a donc les enfants sont là, et, enfin les petits-enfants sont là. Ah ben voilà, il y a des petits-enfants qui sont là. Il y a Catherine, Il y a Tom, il y a Gaël. Et donc, pour nous, c'est très important que ce livre ait été réédité. Pour nous, habitants de la Villedieu, je parle au nom des habitants de la Villedieu, en tant que maire, parce qu'il était complètement épuisé. Moi-même, j'ai prêté mon exemplaire à quelqu'un qui, je ne sais plus qui me l'avait perdu. Donc, je l'ai pas retrouvé. Et en tout cas, il y a 3 contributions supplémentaires. Il y a le discours d'inauguration de la place Romanet, le jour où on a créé cette association Mémoire à Vif qui a travaillé longtemps sur ce thème. Il y a une contribution de Daniel et puis une contribution de l'association, du président de l'association de la Courtine, qui est avec nous aujourd'hui et qui a largement contribué à ce que cet événement soit là aujourd'hui à la Villedieu. Et en tout cas, ce livre est en vente. Hein, il sera en vente demain ou aujourd'hui. Aujourd'hui, il coûte 15 € et il n'y en a que 52. J'ai dit 100 ce matin et j'en ai déjà réservé 4. Donc, il faut se précipiter. Il ne reste plus que 48. Non, mais on peut les faire retirer non, mais voilà. On peut les faire retirer très rapidement. Oui. Dans 2-3 jours, ils seront. Voilà, c'est grâce au Béarn, nous avons déjà... C'est grâce à une petite imprimerie qui est dans le Béarn que nous avons la joie de vous présenter ce... Et alors, effectivement, si jamais il y a des gens qui ne l'ont pas, on pourra relancer une réédition à coût de 50 ou 100 exemplaires. Et ça coûtera moins cher. Et ça coûtera moins cher. Mais en tout cas, c'est très important que ce livre reste à la lecture et à la disposition des gens. Parce que, non seulement pour les habitants de la Villedieu, mais en tout cas, pour l'histoire de ce territoire, maintenant que cette histoire est renée, elle est ressortie des cendres dans les années 2000, elle reste très présente. Maintenant, on en parle beaucoup plus et de façon beaucoup plus apaisée, même s'il y a encore des gens qui disent, voilà, qui ont des détails à ajouter. Mais comme l'a dit Daniel, ils n'ont pas voulu les ajouter le jour où les élèves sont venus, au départ. Et puis maintenant, ils voudraient faire des commentaires. Mais en tout cas, je pense que c'est important voilà. Et puis, vous avez des badges édités. Pardon, cette réédition a pu se faire grâce à ce monsieur, Christian, qui tourne la tête, qui a donné un exemplaire. Lui, le monsieur qui est là, visiblement. Ah oui. Ah ben merci Christian. Je ne savais pas moi.
Alors, une autre prise de parole. C'est pas une prise de parole, c'est juste pour dire qu'il y a des gens qui sont assis debout dans le couloir et que, en fait, ce que je pensais, c'est qu'on pouvait peut-être ouvrir la porte là-bas. Ouais. De sorte qu'il y ait quelques Non, personnes mais qui il peut y avoir des gens un peu plus sur les côtés aussi. Hein. Oui, oui. En tout cas, je pense que c'est bon. Donc avancez devant. Qui est venu donc à la Ville-Dieu hein, pour nous parler de son vécu hein, et de pourquoi il avait, comment il avait contesté cette guerre d'Algérie. Donc je pense que tu pourras bien mieux que moi retransmettre cette parole, voilà. Sachant que, moi je voudrais juste faire une remarque, c'est que par rapport à la guerre du Vietnam, vous allez me dire c'est pas la même, c'est pas la France, d'accord. Mais il y a eu très peu en fait de soldats qui ont soit été réfractaires, soit déserteurs, soit insoumis. Hein. Ça a été vraiment sur les 2 millions au moins 2 millions, hein, je crois d'après pour la guerre d'Algérie, il y a eu à peine 500 cas de désertion, enfin déserteurs réfractaires et insoumis. C'est très peu par rapport à ce qu'a été la guerre du Vietnam du côté américain, où il y a eu beaucoup de conversations. En France, la guerre d'Algérie n'a pas été énormément contestée. Donc, coup de chapeau hein, à ces soldats qui ont refusé, d'une façon ou d'une autre, de contester cette guerre. Donc, je pense que c'est à toi effectivement de parler, là. Alors, sur son histoire d'Alban, d'abord je vous remercie vraiment de m'avoir invité et d'être très nombreux, presque trop pour la taille de la salle. On arrive à tous rentrer, c'est bien. Donc cette l'histoire d'Alban Liechti est retracée par cette exposition. Je vais vous parler un petit peu du pourquoi et du comment on a fait cette exposition. Et moi j'ai plutôt prévu de vous parler de transmission de la mémoire. Parce que l'histoire d'Alban Liechti, moi je suis né en 1959 pendant sa 2e condamnation et j'étais trop jeune pour avoir des souvenirs dans le mental de ce moment-là. Donc mes premiers souvenirs datent d'après la guerre d'Algérie. Donc c'est pas mon histoire personnelle, c'est celle de mon père. Je vais quand même vous résumer très rapidement parce que je suppose que la majorité d'entre vous n'avez pas eu le temps encore de regarder l'exposition. Alors voilà, on a Alban, il vient d'une famille qui est déjà très antiraciste, pacifiste, qui est du côté du progrès. Ils ont fait de la résistance, ils ont adhéré au Parti communiste dans la résistance, et Alban ils ont notamment caché un juif pendant quelques mois. Et en plus, ils étaient dans la rue où les Allemands avaient installé la commandanture. Ce qui veut dire qu'à la fin de la guerre, quand Alban avait 9 ans, au moment des combats de l'arrivée des Alliés sur Paris, ils sont passés par là, il a vu des Allemands morts. Donc déjà, il est très marqué à la fois par la guerre et en même temps par les valeurs qui ont été transmises par ses propres parents. Alors qu'est-ce qui se passe? Lui, il est appelé... Il commence son service en mars 1956. Il sait très vraisemblablement, parce qu'il voit comment ça a tourné après les élections avec Guy Mollet, tout ça, il sait qu'il va sûrement être envoyé en Algérie un jour, en tout cas qu'il risque de l'être. Et déjà dans sa tête commence à se dire, mais moi je peux pas faire ça. Il se cultive, il se renseigne sur l'Algérie, ce que c'est, son histoire, et quand il arrive, alors en même temps il voudrait qu'il y en ait d'autres qui le fassent aussi, que ça soit quelque chose de plus collectif. Et quand il apprend au mois de juin qu'il va partir, il commence par faire signer 32, ils sont 32 à devoir partir. Il arrive à en faire signer 31 à une lettre à Guy Mollet, où ils disent qu'ils n'ont pas envie de partir et que ils demandent qu'il y ait des négociations. Voilà, on est en 1956. Et finalement, lui, il va jusqu'au bout de la démarche. Et quand il arrive le 2 juillet
1956, donc ça sera le 70e anniversaire aussi cette année, il écrit au président de la République. Alors c'est dommage parce que là on voit un truc humain, mais juste derrière, il y a l'original de la lettre qu'il a envoyée, quoi. Expo. Et donc, au début, il cherche un peu à le faire changer d'avis, donc il est privé de sa liberté, tout ça dans le cadre de l'armée, et puis finalement, il est condamné au mois de novembre à 2 ans de prison. Alors, pourquoi, donc ceux qu'il a déjà fait. Donc pourquoi 2 ans? Parce que justement, c'est pas une guerre. Et donc, parce que si c'est une guerre, ça pourrait être la cour martiale. Mais là, c'est pas une guerre, donc c'est 2 ans maximum. Voilà. Donc il est condamné au maximum. À l'issue de ces 2 ans, il est affecté en France dans un régiment de chasseurs alpins. Et alors c'est aussi à ce moment-là qu'il a connu, il avait pu envoyer du courrier, quoi. Alors il y avait la censure, il y avait tout ça, mais il avait une correspondante qui était Yolande. Et c'est pour la petite histoire, mais c'est dit aussi dans l'exposition. Quand il arrive dans ses premières 2 années de prison, vers la fin, il est au Beaumet. Et le directeur de la prison lui dit: ah oui, mais ici, il y a que vos pères et mères et frères et sœurs qui peuvent vous écrire et à qui vous pouvez écrire si les autres courriers s'arrêtent. Et donc il demande quand même au directeur de la prison l'autorisation de demander Yolande en mariage. Et pour l'instant, c'était pas une histoire d'amour entre eux, il y avait rien d'avoué, rien. Et donc c'est comme ça qu'ils se connaissent. Et donc quand ils rentrent, c'est à ce moment-là qu'ils se marient. C'est à ce moment-là que je suis conçu, entre ces 2 séjours en prison. Et ensuite, il renvoie en Algérie. Et il est condamné une 2e fois. Alors, entre-temps, il y a d'autres soldats du refus qui sont déclarés, on va en parler en 1957, mais c'est le seul qui est condamné 2 fois, en fait. Et donc, il va faire aussi intégralement ces 2 autres années de prison. Et donc voilà. Et donc là, c'est c'est le renouvellement du refuge, c'est ce panneau-là. Après, on a fait un panneau qui parle de comment s'est organisée la solidarité. Ça n'a pas été complètement évident au début. Au début, son cas était moins connu. Et puis, petit à petit, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Et notamment, ma grand-mère a joué un grand rôle. Elle a fait 200 réunions dans toute la France pour organiser la solidarité à son égard. Enfin, voilà, tout est dans le panneau ici. Et puis, c'est le seul aussi qui renvoie encore en Algérie une fois qu'il a fait pour aller faire la guerre. Alors là, on est vers la fin, on est en mars 61. Et là, il se dit, oh là là, attention, ça se trouve, si je refuse de la même manière en écrivant au président de la République, il pensait que ça se finirait un peu plus vite. Et il dit, je risque d'être encore en prison longtemps après la fin de la guerre. Puis, il dit, je vais faire autrement. De toute façon, il n'avait pas tellement de temps d'écrire parce que là, ils l'ont directement sorti. Il n'y a pas eu le temps d'organiser une manif ou tout ça. Ils l'ont directement sorti de son unité pour l'envoyer en avion en Algérie direct, quoi. Manu Militari. Donc, il pouvait rien faire, quoi. Donc, il décide de refuser d'avoir des balles dans son chargeur. Et il arrive à faire imposer ça grâce à la solidarité des autres soldats. C'est aussi dit dans le détail juste dans le panneau. Et finalement, au bout de 3 semaines, le haut commandement donne l'ordre de rapatrier à l'arrière dans un endroit non combattant, enfin dans la caserne de base du régiment, mais où il n'y a pas du tout de combat dans ce point-là. Cela dit, il n'y avait pas énormément de combats non plus, parce que il raconte dans le livre que dans son unité aussi, des fois il croisait le FNL, il faisait semblant de pas l'avoir vu, et vice-versa. Voilà. Donc voilà, et donc il est libéré il a sa permission de libérable le 20 février, 19 février, pour la naissance de Stelmach. Parce qu'il avait enfin 2 ans de service militaire. En tout, il a été 6 ans privé de sa vie civile. Avec 2 enfants, c'était plus. 6 ans privé de sa vie civile. Et donc, alors, on raconte les différentes prisons, on raconte tout ça. Et voilà, après, il y a un panneau sur les autres soldats du refus, parce qu'en tout, on en compte 45
Et hier, j'étais aux obsèques du 42e, il n'en reste plus que 3 encore en vie. Et il y a aussi un panneau sur toute la reconnaissance politique. Et puis après, il a consacré toute sa vie à la paix. Il a été 40 ans au Conseil national du mouvement de la paix, président de son conseil local, du comité local de Trappes et des environs. Et c'était un comité qui avait énormément d'activités avec... ils faisaient beaucoup de voyages mémoriels, ils sont allés, avec des familles, ils sont allés au Skrutov, ils sont allés au mémorial d'Ocan, ils sont allés toujours avec une vision Verdun, Oradour, avec toujours une vision pacifiste des choses, évidemment. Et puis il a fait aussi beaucoup de travail avec les scolaires, les lycéens, ils ont fait plein de choses aussi. Et d'ailleurs, il venait tous les ans au lycée de Trappes pour parler de son histoire. Et je vais y aller, moi, 2 fois. À la fin de ce mois, voilà, pour renouer avec ça. Alors, sur la transmission de la mémoire, parce que c'est pour ça qu'on a fait cette expo, et c'est de ça que je voudrais vous parler, parce que l'expo, je vous invite quand même à la voir, elle va être là pour les 2 jours. Après, si vous voulez avoir beaucoup plus de détails que l'expo, il y a le livre Le Refus, mais je vais vous en reparler. Sur la transmission de la mémoire, alors, nous, ce que je dis, évidemment, on n'a pas de souvenirs, mais par contre, on a l'impression d'avoir toujours su que Alban, il avait été en prison parce qu'il avait refusé de combattre le peuple algérien. Aucun de nous, Stella, j'ai un frère aussi, aucun de nous ne se rappelle où, quand, comment et par qui on l'a appris. On a l'impression d'avoir toujours su. On a toujours entendu des anecdotes de sa vie de soldat, soit quand il était en France, soit quand il était en Algérie à la fin, et beaucoup de sa vie de prisonnier, de ce qui se passait en prison. On a rencontré d'autres soldats du refus ou des gens, des gens avec qui il était en prison, qui étaient en prison pour leur combat anticolonial aussi. Par exemple, Pierre Khalifa, qui était un jeune soldat, mais lui d'origine algérienne, et qui avait distribué La Voix du soldat, qui est une publication du Parti communiste algérien contre la guerre. C'était son premier compagnon de détention. Ou le docteur Masboff, qui a été plus tard directeur de l'hôpital de Constantine. Voilà, donc on a rencontré très vite plein de gens, et voilà, nous, ça fait vraiment partie de notre vie. On a été sur les lieux. On était à la prison de Carcassonne, où 10 ans après la fin de la guerre, où il a resté 13 mois à l'isolement, et où à la fin de 10 ans après la fin de la guerre d'Algérie, il y avait encore une grande inscription en lettres capitales et à l'encre rouge, libéré Alban Liechti. Voilà, donc nous, ça fait vraiment partie de notre vie vécue, d'avoir toujours entendu parler de ça. Et c'était extrêmement différent des enfants, des autres soldats qui avaient fait la guerre d'Algérie, 1 500 000, je crois. Vous vous rendez compte, à l'époque, on ne faisait pas qu'un enfant en général, ça fait beaucoup d'enfants. Et les vêtres, ils n'entendaient jamais parler de la guerre d'Algérie. Et de la même manière, on parlait peu, publiquement. Il y avait une espèce d'étouffoir sur ce truc. On n'en parlait pas. Et l'histoire d'Alban, publiquement, il y avait des publications communistes qui, de temps en temps, faisaient quelque chose. Mais voilà, c'était pas quelque chose de connu, c'était pas quelque chose dont on parlait, mais comme d'une manière générale, la vie des appelés, il y a eu des films courageux, René Wauquiez, Raes, Yves Boisset, il y a le film de Tavernier en 1992, mais déjà on approchait du moment de bascule. Et vraiment le moment de bascule, mais alors là je me reconnais complètement dans ce qui a été dit, c'est 2000, c'est le passage du millénaire. D'abord, là, ça fait déjà 5 ans que les premiers soldats d'Algérie ont commencé à arriver à la retraite. À l'époque bénie, la retraite était à 60 ans. Les derniers arrivent à la retraite vers 2002, par là, 2002-2003. Et donc, déjà, la retraite, c'est quand même un moment, je sais bien, je suis retraité depuis 3 ans, un moment où on fait un peu une rétrospection sur sa vie, on commence à se dire, voilà, mon expérience, peut-être il y a des choses à faire partager. Donc déjà, il y a... Mais c'est quand même pas naturel. Et là, il se passe, ben voilà, 1999, la guerre, et en l'an 2000, 2 peut-être éléments déclencheurs, tous 2 liés à la presse. Le premier, c'est la publication en première page du Monde du témoignage d'une femme qui a été torturée et violée par les parachutistes, qui s'appelle Louisette Higuilariz. Ça, c'est au mois de juin. Et au mois d'octobre, l'appel des 12, alors qui n'a pas été
qui a pas été, c'est l'humanité l'a initié. C'est pas l'humanité qui l'a publié. Il y a d'autres. Il y a plein d'autres organes qui l'ont publié. Mais c'est un journaliste de l'humanité qui l'a initié. Et c'est un appel de 12 personnalités qui avaient tous des liens avec les guerres d'Algérie. Alors, dépend ce qu'on appelle un intellectuel. Je sais pas si c'est un appel de 12 intellectuels. C'est vrai qu'il y avait le grand mathématicien Laurent Schwartz, il y avait Josette Audin, la femme de Maurice Moulin, mathématicienne, mais qui était elle-même mathématicienne d'origine. Il y avait des avocates comme Gisèle Halimi-Nicole Dreyfus, il y avait des historiens et historiennes, et il y avait des gens qui étaient liés à l'armée aussi. Il y avait la veuve du général de Gaulle-Ardière, qui avait fait qui avait été mis sous les verrous aussi parce qu'il avait refusé l'utilisation systématique de la torture et le fait qu'il y avait eu 3000 disparitions dans la bataille d'Alger. Et il y avait 2 appelés, dont Noël Favrelière, qui est un déserteur, qui lui s'était tiré, il a été chargé de faire une corvée de bois, il n'a pas pu supporter d'avoir à la faire, il est parti avec le prisonnier, et c'est cette histoire qui a inspiré d'ailleurs le film Avoir 20 ans dans les Aurès. Alors, sauf que dans le film, le gars il meurt à la fin, et dans la réalité, non, il n'est pas mort, il a réussi à partir. Et puis il y avait Alban Liechti. Alors je sais pas si... C'est vrai que pour faire du jardinage, il faut être très intellectuel, ça m'est toujours marré quand j'entends. Oui, parce que ceux qui ont été mis en avant, c'est Vidal Naquet, c'est... Alban Liechti était jardinier. Des gens comme ça, bien sûr, Henri Alleg. Tous les boulots sont intellectuels, à part travailler à la chaîne. De toute façon, ça ne veut rien dire, intellectuel. Donc, voilà, donc en l'an 2000, et là, à partir de là, basculement. Alors, je dis pas que c'est tous les appelés, pour rester modeste, mais toute une partie d'entre eux se lâchent, écrivent, parlent de ce dont je ne parlais pas avant. Enfin, alors moi, j'ai un exemple phénoménal dans ma propre famille. À l'époque, je suis marié avec la mère de mes enfants, et mon beau-père, on sait qu'il a fait la guerre d'Algérie, quand il n'a jamais parlé à ses filles. Quand le sujet est évoqué, et évidemment à partir du moment où nos 2 familles se rencontrent, le sujet risque d'être un peu évoqué, il se ferme comme une huître, il a les yeux dans le vague, l'air très triste. Et en 2001, il écrit d'abord il écrit un article dans les journaux, qu'il envoie aux journaux, qui est publié, et puis ensuite il écrit un livre qui raconte qu'il a été dans une unité. Alors lui, il était sursitaire et en plus, il était plus jeune qu'Alban, donc il part vers la fin de la guerre d'Algérie. Et lui, il raconte qu'il était dans une unité qui s'appelait la Villa Cézini. Alors pour les Algériens, c'est vraiment de sinistre mémoire. C'était le centre. Alors ils appelaient ça une unité de renseignement dans l'armée, mais c'était le centre de torture le plus important d'Alger, peut-être même de toute l'Algérie, je sais pas, où des milliers d'Algériens ont été torturés. Ça veut dire qu'il a assisté, qu'il a participé, et tout, voilà. Et donc il révèle tout ça, évidemment pour dénoncer, hein, bien sûr. Parce que l'appel des 12, en fait, il s'adressait au chef de l'État, au chef du gouvernement, pour que la France officielle reconnaisse qu'il y avait eu usage systématique de la torture en Algérie et le condamne. Donc voilà, il y a... Donc, elle a même, juste après, d'ailleurs, l'appel des 12, Ossarès a fait une intervention à la télévision, alors les plus anciens doivent s'en souvenir, et monsieur Ossarès, je ne vais pas lui donner son grade de l'armée parce que j'en ai rien à foutre, donc s'est permis quand même de revendiquer la torture. Ouais, parfaitement, j'ai torturé, et alors voilà, donc alors, quand même, il y a eu quand même à ce moment-là, ces réactions-là quand même. Donc à ce moment-là, il y a plein de soldats qui écrivent, Alban, il se dit, voilà, il n'y a pas de raison qu'il y ait que ceux qui ont fait la guerre, qui en parlent, même si c'est très bien, qui témoignent, etc. Moi, j'ai aussi une histoire à raconter, et voilà, il faut que je l'écrive. Et donc voilà, et c'est là que sort le livre Le Refus, en 2005. Et alors c'est un livre, je vous le conseille vraiment. D'ailleurs, il n'en reste plus beaucoup, puisque on a déjà qui l'ont pris. Parce que c'est un livre
il est construit, il y a beaucoup plus de détails évidemment que ce qu'il y a dans l'exposition, il est construit autour des échanges de lettres entre mes parents. Et donc il a une certaine qualité, il a une belle qualité rédactionnelle et littéraire, parce que ce sont des gens qui avaient une grande culture générale, qu'ils avaient largement acquise tout seul ou dans la vie militante, un peu avec ses parents pour mon père. Et donc ça se ressent et dans leur manière d'écrire, et aussi ils avaient beaucoup d'appétence pour la poésie, tout ça. Donc il y a beaucoup en tête de chaque chapitre, il y a des extraits de poèmes qui sont mis en exergue, ils s'en envoient dans les lettres, etc. Et puis il a aussi une grande qualité pédagogique, parce que comme dans les lettres qu'on s'écrivait pendant la guerre d'Algérie, il y a plein de références à des trucs, si on n'a pas la ref, on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire dans les lettres. Donc il y a beaucoup de notes explicatives, et par ailleurs, pour que ça soit compréhensible par les gens, les générations qui arrivent après, nous on s'est mis un peu dans la peau de ces jeunes qui n'avaient jamais entendu parler de tout ça, et donc il y a une double construction, les lettres, en tête de chaque partie, en fait, c'est construit comme un interview d'Alban par ses propres enfants. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est finalement un livre signé Alban Liechti, il est très collectif. C'est un livre de la famille. En plus, c'est la mère de mes enfants qui avait tout fait la maquette. Et donc, je suis tout à fait habilité à vous le dédicacer. Et donc voilà, à partir de là, pendant une dizaine d'années, Alban, il va se balader partout, dans toute la France. Il va aller dans des médiathèques, dans des établissements scolaires, souvent dans des cinémas, parce qu'il y a un film qui a été fait par un vidéaste amateur qui s'appelle aussi Le Refus, qui parle de son histoire, donc il débat après le film. Et puis il est venu à la Ville-Dieu. Voilà. Donc il va partout, et là, quand il va quelque part, il y a des fois les journaux locaux l'interviewent, tout ça. Donc on parle plus de son histoire. Il est même invité à une émission de grande écoute. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent, une émission de Jean-Claude Delarue, où les gens qui ont vécu la même chose, il y a des psychologues qui réagissent sur leur fait psychologiquement. Et là, c'est une émission sur les héros. Alors c'est très bizarre, parce que quand il était en Algérie au tout début, la majorité des Français, ils pensaient, si jamais ils avaient entendu parler de lui, ils ne considéraient pas. D'ailleurs, j'ai eu des témoignages de gens qui ont distribué des tracts de soutien, et y compris devant l'usine Renault-Billancourt, où les 4/5 des ouvriers les engueulaient en disant « Quoi, lui, il refuse ?» alors que nos potes, ils se sont tués. Il était considéré au mieux comme un lâche, au pire comme un traître. Et là, les héros. Et alors, à la fin de l'émission, les autres qui avaient sauvé quelqu'un d'une noyade, d'un incendie, d'un accident qui venait de se passer juste devant eux, ils sont tous venus le voir en disant « Ouais, mais nous, on n'a rien prémédité, hein, ça s'est passé devant nous, on n'a même pas réfléchi, c'est vous le vrai héros. » Et lui, il a dit « Mais moi, j'ai pas demandé d'être en Algérie, moi, et je pouvais pas faire autre chose que ce que j'ai fait. » Voilà. Donc on est tous pareils, on n'est pas plus des héros les uns que les autres, et c'était toute la modestie d'Alban. Et alors après, Alban, c'est comme tout le monde, hein, il y a le vieillissement, en plus ma mère a une maladie neurodégénérative qui conduit Alban à devoir rester plus près d'elle, il se balade moins, et puis les choses se perdent un peu, quand il n'y a pas de continuité dans la transmission de la mémoire, c'est compliqué, et au moment de ses obsèques, on n'a pas beaucoup parlé de lui. Alors il y a eu une pleine page dans l'Humanité, écrite par Alain Ruscio, qui était prévu à l'origine de venir. Et puis il y a eu, comme c'était en une de l'Humanité, il y a eu un tout petit truc, une phrase sur la revue de presse de France Inter, et par contre il y a eu 2 minutes le jour de ses obsèques sur France Info, et puis quelques trucs dans là où il habitait, évidemment dans Planète Père. Voilà. Donc voilà, mais je veux dire, ça n'a pas eu l'écho que ça aurait pu avoir. Alors, absolument rien du tout de la France officielle. Alors, le président de la République algérienne a dit qu'il avait perdu un grand ami de la révolution algérienne. Mais pareil, alors là-bas, par contre, quand il y a un communiqué du président, tout le monde le reprend, mais ils l'ont tous repris tel quel. Personne n'a appelé la famille pour avoir un interview, ou pour avoir
Donc c'est des deux côtés de la Méditerranée, il y a du boulot à faire pour cette mémoire. Et alors c'est ça qui a conduit mon fils Thomas il m'a dit papa, faut que tu viennes manger avec moi, j'ai un truc à te proposer. Et qui m'a parlé de l'idée de l'expo, et c'est comme ça qu'on a fait. Alors ça nous a pris, on a bossé pendant 4 mois, je suis allé dans les archives, il fait froid. Ça m'a fait, voilà, j'ai écrit, parce que lui, il est plutôt dans la maquette, donc j'ai beaucoup écrit tout ce qu'on voit sur le panneau. Et puis j'ai aussi essayé de trouver, parce que ça pouvait pas être l'expo de la famille Liechtig, quoi. Donc j'ai essayé de trouver des grandes organisations nationales, comme le Mouvement de la Paix, qui pourrait être porteur de l'expo. C'est la RAC et le Mouvement de la Paix, et le boulot de contact, aussi bien avec les historiens, pour qu'ils valident un peu, qu'ils nous disent si on n'a pas dit trop de conneries, et avec les organisations, c'est pas ce qui prend le moins de temps, hein, pour aboutir finalement à ce que les choses soient imprimées et circulent, quoi. Donc voilà, alors après, juste pour conclure, je pense que ce travail, l'expo qui est un outil, hein, mais l'idée c'est de faire vraiment des conférences, de faire tout ça, elle est utile à 2 points de vue. Je pense que d'abord ça montre que même quand au départ, quand on s'oppose à une injustice et ça peut paraître isolé, il y a une part de solidarité qui peut s'exprimer par rapport à la répression dont on va être victime, etc., et qui fait qu'à un moment, ça va faire aussi grandir la réflexion sur les causes, pourquoi on a refusé, quoi. Et quelque part, c'est des gestes qui contribuent qui ont contribué en l'occurrence, pendant la guerre d'Algérie, finalement, à faire qu'à la fin, les gens étaient sur la même position qu'étaient celle qui a fait refuser allemand, quoi, la majorité du peuple français. Ce qui n'était pas du tout gagné au début, comme je vous racontais avec les toutes premières distributions pour le soutenir, quoi. Donc voilà, ça peut montrer que même quand on peut paraître seul et tout, il y a des choses qu'on peut faire pour dire non, quoi. Et ça, c'est important à un moment où on prêche l'obéissance, où on parle de renvoyer nos enfants à la guerre, etc. Et la deuxième chose, la deuxième utilité, c'est que quand dans le peuple du pays agresseur, y compris jusque dans son appareil répressif, il y a des gens qui marchent pas avec les autres, ça permet de recréer des liens d'amitié derrière. Ça permet de préserver la possibilité d'avoir des liens d'amitié avec notre pays, parce que la guerre a été extrêmement dure des deux côtés. Alors, c'est évidemment à des échelles complètement différentes pour ce qui concerne le peuple algérien et puis pour ce qui concerne les militaires français, mais ça peut créer du ressentiment, etc. Mais quand on met en avant le fait qu'il y a eu ces choses-là, ça joue pour l'amitié. Évidemment, quand je dis ça, utilité de dire non et l'amitié, je pense pas seulement à l'Algérie il y a 70 ans. Je pense à ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, avec cette terrible guerre coloniale menée par Israël, où il y a aussi des gens qui refusent en Israël, dont à mon avis on ne parle pas assez chez nous. Je pense évidemment à ce qui se passe en Russie, Ukraine, et y compris avec ce chef d'état-major qui a dit qu'il fallait s'habituer à ce qu'on aille perdre nos enfants, quoi. Et puis je pense aussi à la situation de l'Algérie d'aujourd'hui. Alors je suis très content d'apprendre aujourd'hui qu'il y a à nouveau un ambassadeur, mais enfin ça fait 2 ans qu'il y a des tensions diplomatiques très très fortes entre nos deux pays, qui à mon avis viennent aussi essentiellement d'un problème colonial, celui du Sahara occidental, où la France elle a fait un revirement par rapport à sa position d'avant et par rapport au droit international là aussi. Et même si c'est instrumentalisé des deux côtés, mais on a quand même des gens qui risquent malheureusement d'être au pouvoir demain. Je pense à Retailleau qui a dit quand il était ministre de l'Intérieur, mais notre grand ennemi de demain c'est pas la Russie, ça sera l'Algérie, quoi. Et donc évidemment, d'où l'importance aussi de faire tout ça. Voilà ce que je voulais dire. Moi j'ai regardé. Mais c'est pareil, ça par rapport sur l'appareil photo. C'était pas prévu alors. C'est à côté du frangin. C'était pas prévu. D'accord, bougez pas.
Ne bougez pas surtout, là. Allez, la dame. Bougez pas, hein. J'ai pas dit de bêtises, toi. Bougez pas, là. Non. C'est bien. Oui, mais je vais les reprendre là-dessus. C'est moi, je trouve ça, chez des pacifistes, non, se faire se mitrailler par un canon. En plus, il y a 2 canons. Hey, deuxième canon, t'as pris? T'as pris le deuxième canon? Tu l'as pris? C'est bon, alors. Voilà, je peux pas. On se croirait sur Twitter. Léandre Les Tocards, c'est le père Question, du maire Bernard, d'Avion. Alors, je crois qu'il... Oui, je pense, ouais, parce que je crois qu'il s'appelle l'autocar aussi. Je poserai la question. une question. De qui il faut dire du mal? Une question. De qui il faut dire du mal? Je ne sais pas si tu es au courant. J'habitais 14e arrondissement. Et on peut parler même maintenant. Dans les années 53-54, enfin, j'habitais à la Porte d'Orléans. Moi, je ne faisais rien, j'avais 2 petits bébés à l'époque, mais j'avais un frère qui dormait chez moi pour être plus près de son travail. Et le dimanche, à l'église d'Alésia, il vendait l'avant-garde et il faisait la quête pour porter des colis à ceux qui étaient affamés. Il refusait de partir en avion. En 54, non, 54, Ouais, ça fait après. Ils n'avaient pas encore envoyé les appelés. Ça ne devait pas être l'Algérie, ça devait être... L'envoi massif des appelés, c'est ça. Ils ont commencé à... Oui, mais Ils ont commencé... quelques-uns qui Ils en ont envoyé quelques-uns. c'était la Parce que 54, ils faisaient des colis. C'est le début. Voilà, donc c'était parce que vers cette époque, au début, moi à l'époque, j'avais pas de parce qu'ils ont. Donc c'est ça, mais quand on est arrivé, il n'a rien dit. Juste pour rectifier, mais Ah, mais c'est top. nuancer un truc. Qui va recevoir? C'est là, Daniel. Je touchais dans la vie David avant, qui écoutait la radio, qui parlait de mon frère, qui était un Sur par rapport au refus. Évidemment, il y avait plein de manières de refuser. D'abord, il y avait tous ceux je me rappelle, qui refusaient systématiquement de faire le service militaire. Ça existait déjà, ça pourrait exister, pour différentes raisons. Pour certains, des relations religieuses, par exemple, philosophiques, etc. Donc c'était pas le cas d'Alban. Lui, c'était un refus de puissance, il refusait de faire de la guerre d'Algérie, mais il n'a jamais refusé de porter les armes, si c'est pour défendre son pays. Et il y a eu aussi des déserteurs, j'en ai cité un tout à l'heure, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu notamment, et pas seulement chez les appelés d'ailleurs, il y a eu tout un réseau pour faire fuir des légionnaires par la Tunisie qui a existé. Il y a eu des soldats aussi qui ont justifié des tracts. Alors, oui, on peut dire d'une certaine manière qu'il y a eu peu de refus jusqu'au bout, comme ça. Mais il y a un historien qui s'appelle Tramor Kemener, qui est un des historiens qui a corrigé notre... Qui est mieux a fait toute une... Il est mieux à Vigne aussi. Décidément, tout le monde vient à Vigne. Et Tramor, il a été étudier vraiment toutes les archives de l'armée et tout. Et lui, il estime qu'il y a eu 12 000 cas de refus de faire telle chose pendant la guerre d'Algérie, ce qui est important, quand même, relativement important par rapport au nombre total de soldats qui ont été engagés. Voilà. Mais après, évidemment, tout le monde ne refusait pas, ni de la même façon, ni au même niveau, ni jusqu'au bout. Je suis d'accord avec ça. Oui, c'est sûr, les moyens étaient différents et puis ils n'étaient pas tellement soutenus non plus par les partis politiques, y compris le PC. Désolé, mais le PC n'était pas non plus sur les premières lignes pour défendre les soldats qui ne voulaient pas partir en Algérie. Alors, Là, ils ont après, ça a créé des dissensions terribles d'ailleurs au sein du PC. Je ne sais pas si les anciens du PC s'en souviennent, mais en tous les cas, il y a eu des dissensions très importantes. Et dommage qu'on n'ait pas Ruscio demain, parce que Ruscio avait fait justement un article il n'y a pas si longtemps que ça dans le Dumas, où il revient là-dessus, et où il est clair sur la position effectivement du PC, et en particulier sur ces fameux pouvoirs spéciaux qui ont été votés effectivement avec l'appui du PC. Et il y a eu quand même des dissensions à ce moment-là très fortes. Oui.
Vous avez pris un petit peu de ce que je voulais dire. Je voulais dire deux choses. D'une part, une chose très concrète, c'est que ici, pas très loin de là où on est, la forêt de la Feuillade, au Boulogne-Vilsaint, a vécu Henri Fournier, qui fait partie des 700, parce qu'il ne faut pas se très nombreux, 700 jeunes appelés qui ont refusé de partir en Algérie. Hein, certains ici ont dû le connaître, non Henri, j'imagine. Alors lui, c'était un jeune militant communiste. Il était menuisier, c'était pas un intellectuel non plus. Il était menuisier, il était militant du PC, mais à l'époque, le PC venait de voter les pouvoirs spéciaux à Guy Mollet, qui vont permettre d'organiser le système des rappelés, en lien avec la VIE. Il a refusé cette logique-là, il a fait 2 ans de prison, il a été privé de ses droits civiques, etc., etc. Il a récupéré ses droits civiques, je crois que vous avez 68. Oui, c'est 68. Il y a eu l'amnistie avec l'OAS en 68. Pour Alban, c'est la même. Oui, c'est même un peu avant. Hein, non, ça a été fait en même temps. Ah oui, l'OAS a été récupéré en 65 ou 66. Ils ont fait l'amnistie en même temps. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est ce que vous avez dit. Les refusniks français, les jeunes refusniks étaient quand même très peu nombreux, parce que les grands partis, je ne parle pas du Parti socialiste, a organisé en grande partie la guerre d'Algérie, mais même le PC appelait ses militants à partir en Algérie et à faire de la propagande, ce qui était totalement impossible dans un contexte de guerre, à faire de la propagande en Algérie pour refuser la guerre, etc. Et ça n'est que très très tardivement que le PC s'est rallié à une position anticoloniale. Il ne faut pas l'oublier quand même. Oui, c'était paix en Algérie, c'était pas Algérie indépendante d'ailleurs. Hein. Vous avez entendu le slogan et ce que répète Gabi Monnier, c'était pas Algérie indépendante, hein. C'était paix en Algérie. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Et honnêtement, enfin moi je reviens sur ce qu'avait dit Ruscio, donc dans cet article de l'UMA qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a quelques temps quand même, hein, où Torres, donc qui était Maurice Torres, qui était donc responsable du PC à l'époque, avait bien précisé donc en 1956, devant le comité central du PCF, que le parti ne voulait pas sacrifier le tout à la partie. Alors, le tout à la partie, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, pour nous, pas grand-chose. Donc, Ruscio l'explicite dans son article. Hein. Le tout, c'est à l'intérieur, espoir d'un nouveau front populaire. Et à l'extérieur, pause dans la guerre froide, indépendance de la Tunisie et du Maroc. 56. Hein. Qu'est-ce que la partie? La guerre d'Algérie est qualifiée d'affaire très importante, ce sont les mots de Torres, hein, mais pourtant délimitée à la préoccupation essentielle. Donc, analyse de Ruscio, je reprends, le vote de mars 56, donc, qui a provoqué débat, remous au sein du PC, et avec des ruptures, par exemple, Aimé Césaire, par exemple, hein, anticolonialiste notoire, a été scandalisé par cette analyse. Hein. Et le fossé donc se creuse entre communistes français et nationalistes algériens à l'époque, parce que pour les nationalistes algériens qui voulaient l'indépendance, hein, pour eux le tout était leur lutte, la partie, tout le reste. Donc, vous voyez, je crois que... Alors, je me permets de citer Ruscio, puisqu'il ne vient pas demain. Donc, c'est son analyse, et ça met les choses au clair au niveau de cette histoire de pouvoirs spéciaux, parce que Dieu sait qu'à chaque fois c'est posé comme question, hein, le fait que le PC, effectivement, ait voté les pouvoirs spéciaux. Certes, en ne pensant pas que... peut-être qu'on allait envoyer les rappeler, mais enfin, il faut être clair quand même. Apparemment, pour le PC à l'époque, le problème de l'indépendance de l'Algérie n'était pas le tout. C'était le reste. Oui, mais pour les nationalistes algériens, le tout, c'était l'indépendance. Voilà. Et pour les nationalistes algériens, communistes, on entend bien. Donc, vous voyez, il y a des ruptures, c'est complexe. Hein. De toute façon, l'histoire, c'est jamais d'un seul tenant. Hein. Je crois qu'il faut revoir un peu les positions. Voilà, c'est pas remettre en cause nos propres convictions. Hein. C'est tout simplement être clair sur
C'est parce qu'on a la possibilité maintenant d'avoir le recul et d'avoir cette analyse un petit peu plus claire des choses. Voilà, tout simplement. Alors, moi, Oui, je voulais signaler, effectivement, on n'a pas pu avoir d'historien pour être présent aujourd'hui à la Ville-Dieu, mais on a eu un témoignage d'un Algérien qui est adhérent à l'association La Courtine 1917 et qui est le fils d'un indépendantiste algérien et qui, juriste de formation, et qui chaque année, depuis une dizaine d'années, fait des interventions auprès des lycées avec des anciens appelés ou des rapatriés, des harkis, etc., pour évoquer justement cette transmission de la guerre d'Algérie. Donc son texte, le texte qu'il nous a envoyé, rentre tout à fait dans la problématique évoquée à la fois par Daniel avec l'histoire des jeunes qui sont venus à la Ville-Dieu il y a 25 ans et l'histoire d'Allemand. Donc si vous voulez, je peux vous lire son texte. Comment parler de la guerre d'Algérie aujourd'hui? Depuis une dizaine d'années environ, la guerre d'Algérie et son corollaire, la colonisation, commencent à être mieux connus en France grâce au travail de plusieurs historiens français et algériens. Pendant des décennies, les Français n'ont pas su que le 17 octobre 1961, la police française à Paris, dirigée par un certain Maurice Papon, avait jeté dans la Seine des centaines de militants algériens, que des centaines de villes de France, dans des centaines de villes de France, de jeunes appelés refusaient d'embarquer pour une guerre qui n'était pas la leur, que sur tout le territoire algérien, les autochtones étaient régis par le code de l'indigénat, privés des droits essentiels de la citoyenneté. Le chantier est encore immense, et la malveillance de beaucoup de médias accompagne souvent l'ignorance des faits, la réalité cruelle dont le système colonial a été l'incarnation. Le coup d'éclat de Jean-Michel Apathy, l'année dernière, sur les innombrables oradours de la colonisation, a relancé la curiosité ou l'effroi de celles et ceux qui ont cru que la colonisation française en Algérie n'avait été qu'un long fleuve tranquille, comme l'a longtemps fait croire le narratif colonial. À l'initiative de l'Office national des combattants et victimes de guerre, depuis quelques années déjà, nous sommes nombreux à témoigner auprès des lycéens de terminale de l'ex-région Languedoc-Roussillon qui ont au programme la guerre d'Algérie. Parmi nous, d'anciens appelés de cette guerre, des pieds noirs ou des fils de pieds noirs, des filles et fils de harkis, et le fils d'un indépendantiste, moi-même, en l'occurrence Bachir Daak. Au lycée Paul Valéry de Sète, un lycéen a exprimé une réelle honte de ne pas savoir que des milliers d'Algériens avaient été brûlés dans les grottes sous l'autorité bienveillante de nombreux officiers français qui n'hésitaient pas à l'écrire dans leur courrier à leur famille ou dans leur mémoire. Malgré cela, subsistent en France des politiques, des journalistes, des influenceurs, divers activistes numériques ou encore des diplomates aigris qui s'échinent à grossir les traits de la discorde franco-algérienne, à désigner des boucs émissaires, à agiter des chiffres hallucinants sur les retraités algériens qui ruineraient la sécurité sociale, ou encore à asséner des contre-vérités historiques allant jusqu'à nier l'existence de l'Algérie avant 1830. Voici donc les questions auxquelles j'ai été amené à répondre, aussi bien dans le cadre des témoignages des anciens combattants que dans d'autres circonstances liées à la guerre d'Algérie. Premier sujet, sur l'inexistence de l'Algérie avant 1830. Cette thèse ne date pas d'aujourd'hui, car en 1930, la France et le lobby colonial fêtent non pas le centenaire de la colonisation, mais bien le centenaire de l'Algérie. Exactement comme si ce pays n'existait pas avant 1830, comme si l'Algérie était un pays créé par la France. Une citation d'un historien de la colonisation, Stéphane Gzell, disait à l'époque « L'Algérie a un nom que nous avons créé, un morceau découpé arbitrairement dans l'Afrique du Nord à l'époque turque. » Et le commissaire général du centenaire, en 1930, ajoutait « La grande affaire, c'est de montrer qu'il existe à côté de la France millénaire une autre France, âgée de 100 ans à peine. » Alors, en fêtant bruyamment le centenaire de l'Algérie et non de la colonisation, les historiens officiels instituent l'idée que tout débute à partir de ce centenaire,
Et c'est ainsi que la connaissance de la colonisation avant 1830 va être oubliée et peu enseignée. Ferhat Abbas, futur dirigeant algérien, dans son livre « De la colonie vers la province », publié en 1931, a écrit « Jamais l'histoire n'a enregistré d'humiliation aussi cruelle infligée par le vainqueur à un peuple asservi. » Mais même chez les libéraux français, le député Maurice Violette, la même année en 1931, dans son livre prémonitoire « L'Algérie vivra-t-elle » a écrit « Personne ne s'en soucie désormais, et il semble que ceux qui ont assisté au fait ne conçoivent même pas qu'il puisse y avoir une question algérienne. » Alors, première objection. Si l'Algérie n'existait pas avant 1830, comment expliquer alors que le consulat de France à Alger fut inauguré en 1554, au XVIe siècle, sous le règne de Charles IX, et que de nombreux consuls de France se sont succédés à Alger pendant tout le XVIIe, le XVIIIe et le XIXe siècle. C'est même autour de l'affront fait au consul de France à Alger, un certain Deval, que la France trouva en partie le mobile de son expédition coloniale en 1830. Ce poste de consul de France à Alger était si connu qu'il a même donné lieu à un arrêt du Conseil d'État le 27 janvier 1694. Celui-ci confirme les 6000 livres pour les appointements et tables du consul à Alger. Eh oui, les archives sont bien là, et on pourrait citer d'ailleurs tous les consuls, comme le fit Eugène Planté, lui-même consul de France, dans son livre « Consul de France à Alger » de 1579 à 1830. Et si cette existence avérée des consuls de France à Alger ne suffit pas pour confirmer l'existence de l'État d'Alger, il faut y ajouter l'accord signé le 30 juin 1815 entre Alger et les États-Unis. Cette crainte de l'État d'Alger a été si réelle que le grand Molière, dans ses Fourberies de Scapin en 1671, mit en scène la probable capture du fils de Géronte dans une embarcation à destination d'Alger. D'où l'expression bien connue, dont on avait un petit peu oublié le sens et le contexte, que diable allait-il faire dans cette galère? Enfin, l'historien Alain Ruscio, qui devait venir, dans son Histoire de la première guerre d'Algérie, indique que le traité de paix entre la régence d'Alger et la France de Bonaparte fut signé le 31 décembre 1801 à Alger par le Dey et le consul de France. Il fut bien signé à Alger et non à Constantinople. Deuxième sujet évoqué, à propos de la haine entre les Français et les Algériens. Pour répondre à cela aux lycéens, je rappelle que la guerre d'Algérie n'est pas une guerre entre deux nations, deux armées. C'est d'abord et avant tout une guerre anticoloniale. Si des jeunes Français de la métropole se sont battus pour ne pas aller à la guerre, c'est justement pour cela. Si des intellectuels et des ouvriers français ont porté les valises du FLN, les fameux porteurs de valises du réseau Janson ou Curiel, c'est exactement pour cela. La chanson de Boris Vian, Le Déserteur, datée de 1957, exprime cet état d'esprit antimilitariste du peuple français. Refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. On explique aussi que la deuxième personne à être guillotinée pendant cette guerre, c'est bien un Français, c'est pas un indigène. C'est Fernand Yveton, ouvrier communiste, et même que des dizaines d'autres Européens d'Algérie ont pris fait et cause, non pas pour l'Algérie contre la France, mais contre le système colonial. Qu'il s'agisse de Maurice Audin, mathématicien torturé puis jeté en mer, de Pierre Popy, avocat infatigable du FLN, d'Henri Maillot, soldat communiste, qui dérouta une cargaison d'armes vers le maquis. On rappelle également le rôle d'un psychiatre français, originaire de Martinique, Frantz Fanon, qui fut théoricien de la révolution algérienne et ambassadeur du FLN. Il y a enfin le cas des époux Chollet, qui accompagnent l'aspiration à l'indépendance avant le début de la guerre en novembre 1954, comme ils l'écrivent en 2012 dans leur livre « Le choix de l'Algérie, deux voix, une mémoire ». Une des plus belles places d'Alger porte le nom de Maurice Audin, au grand étonnement des lycéens, qui pensaient qu'un nom français ne pouvait être que situé en France. De même pour la rue Pierre Popy, qui se situe à côté du tribunal d'Alger, où ce dernier fut assassiné
dans son cabinet. Un professeur de sport du lycée de Nîmes découvrit stupéfait le parcours de Frantz Fanon, dont plusieurs lycées et grandes avenues portent le nom en Algérie. Ce qui démontre encore une fois le non-enseignement de la guerre d'Algérie et de la colonisation. Je rappelle aussi que de nombreux intellectuels français de droite et de gauche ont épousé la cause de l'indépendance de l'Algérie, et parmi eux, Jean-Paul Sartre ou François Mauriac. Alors, toujours à propos de cette supposée haine franco-algérienne, relisons le poème de Bachir Adjali, ancien secrétaire du Parti communiste algérien, Le Serment. Je jure sur la colère qui embellit nos femmes, je jure sur l'amitié vécue, les amours différés, je jure sur la haine et la foi qui entretiennent la flamme, que nous n'avons pas de haine contre le peuple français. Étrange coïncidence avec le sublime poème de Louis Aragon, La Fiche Rouge, qui faisait dire à Manoukian, juste avant sa mort, « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre, je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Enfin, troisième sujet sur la guerre d'Algérie elle-même. C'est en expliquant la terreur absolument extraordinaire de la colonisation que les lycéens comprennent en partie pourquoi la guerre d'Algérie fut si longue et si atroce. Ils comprennent que la colonisation et l'effacement des Algériens indigènes durant 132 années ne pouvaient que générer ce type de guerre d'indépendance. L'enseignement de la guerre d'Algérie n'a aucun sens si les lycéens ne connaissent rien de la réalité coloniale, de l'humiliation induite par le code de l'indigénat, des massacres collectifs des Ahatcha à côté de Biskra en 1846, des milliers de morts du 8 mai 1945 à Sétif, etc., etc. Sur le désarroi et le drame des populations européennes qui quittent l'Algérie et leurs biens, on explique aux lycéens qu'il faut voir l'histoire dans sa profondeur, car à partir de 1830, ce sont des milliers de familles algériennes qui furent également dépossédées de leurs biens, de leurs terres, de leurs écoles. Et de même, des milliers d'Algériens furent déportés vers la Nouvelle-Calédonie suite à leur résistance à l'armée française en Kabylie en 1871. De nombreux travaux l'attestent aujourd'hui. Enfin, pour conclure sur la toujours supposée haine entre les peuples français et algériens, je rappelle qu'immédiatement après cette guerre, ce sont environ 2 millions de Français qui vont venir en Algérie entre 1962 et 1980, former plusieurs générations d'Algériens. C'est la fameuse histoire des Pieds Rouges, qui ont séjourné dans les coins les plus reculés du pays, sans que jamais un incident n'ait été signalé. Pour la rentrée scolaire de 1962, des centaines d'instituteurs français qui avaient quitté le pays en juillet sont revenus à leur poste, de même que des ingénieurs et techniciens de l'EGA, l'équivalent d'EDF. Le grand professeur André Mandouze, d'abord résistant contre les nazis, s'est retrouvé tout naturellement aux côtés des résistants algériens. Geste symbolique très fort, il fut le premier recteur de l'université d'Alger. D'autre part, des milliers d'Algériens ont continué à venir travailler en France sans qu'on ait signalé des actes massifs de représailles en dehors des attentats racistes à Marseille au début des années 70. Tous ces faits, donc, sont à rappeler en direction des générations de demain qui, naturellement, ne se satisferont pas des narratifs officiels, aussi bien en France qu'en Algérie. C'est pour les lycéens une épreuve et un défi, connaître enfin l'histoire de leur pays dans sa totalité, sans censure et sans a priori. Bachir Vaag. Moi, je voudrais quand même préciser que, enfin, je sais pas, je ne vais pas mettre en cause le système éducatif en France. C'est vrai que les profs qui se limitaient à ce qui était dit dans les livres d'histoire, pas grand-chose sur la guerre d'Algérie. Hein. Moi, j'étais prof depuis le début des années 60, j'ai vu ce que c'était. Hein. C'est quand même une question aussi de responsabilité personnelle de la part des gens, des profs qui enseignent l'histoire. Si on se limite à ce qui est dit dans les manuels scolaires, eh ben on va passer à côté de
beaucoup de choses. Donc, je pense qu'il y a quand même des professeurs qui ont été assez courageux pour, dès la fin de la guerre d'Algérie, quand même, peut-être pas pendant, parce que c'était sûrement un peu plus difficile compte tenu de la censure pesante, mais dès la fin de la guerre d'Algérie, de commencer quand même à parler. Moi, j'avoue que honnêtement, par exemple, on parlait de Charonne, mais on ne parlait pas du 17 octobre 61. Or, je suis désolée, moi, c'était dans les années 60, c'est même un élève qui m'avait apporté des documents là-dessus. Et donc, on en a parlé. Donc, un prof, il doit pas avoir la tête sur les manuels scolaires qui sont, à mon avis, on doit jeter les manuels scolaires. Ils sont écrits par les vainqueurs, ils sont écrits par... Mais attention, mais là, on passe à côté de tout, de tout. Donc, je pense que c'est la responsabilité de chacun à prendre en compte, et actuellement encore, hein, à prendre en compte ce problème-là, à bras le corps, mais et à prendre le temps aussi peut-être pas de rester une demi-heure sur la guerre d'Algérie. C'est pas possible, on dit rien. Autant ne rien dire du tout, hein, d'ailleurs, hein, plutôt que de passer une demi-heure. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité. C'est pour ça que je tenais à ce qu'on présente en petit film de Vauthier, le remords. Parce que je pense que le remords pose la question de notre lâcheté par rapport actuellement même à tout ce qui peut nous se passer dans le monde d'infamie, puisque c'est le terme utilisé par Vauthier. Si vous regardez ce petit film de Vauthier, hein, il a tout dit à ce moment-là sur la guerre d'Algérie, mais pas que sur la guerre d'Algérie. Moi, à mon avis, on peut se le prendre en plein dans la tête, hein, en plein dans la gueule, hein, et peut-être se poser un certain nombre de questions sur ce qui se passe aussi actuellement et la frilosité que l'on a. Voilà, donc je crois que il faut mettre des... Et puis la guerre d'Algérie, c'est pas aussi simple non plus, parce que même au sein de l'Algérie, je pense qu'il y a aussi des courants qui ont été ennemis, qu'il faut aussi... C'est ce qu'on avait essayé de faire quand même à Mémoire à vif avec toutes les actions qu'on a pu faire à la Ville-Dieu et à Limoges d'ailleurs, c'est qu'il n'y avait pas que le FLN. Il y a eu d'autres courants. Il serait bon aussi d'en parler. C'est pas tout simple. C'était complexe. Et puis après quand même, après l'indépendance, quand même, il y a des gens qui se sont sentis terriblement floués par la victoire, effectivement, du FLN. Et encore maintenant. À commencer par les femmes. Parce que les femmes, vous les cherchez après. Hein. Elles ont été combattantes auprès des hommes. Combien de films, moi je voudrais que vous m'en citiez, combien de films montrent la lutte des femmes dans la révolution algérienne, dans l'indépendance algérienne? La bataille d'Alger. Eh ben, oui, non, mais la bataille d'Alger, merci. Mais la bataille d'Alger, c'est un Italien qui l'a fait. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. Je suis désolée, j'attends que les Français aient aussi le courage, mais même les Algériens d'ailleurs. Hein. On a complètement, et puis après les femmes, elles se sont senties d'ailleurs complètement dépossédées de leur lutte, hein, complètement les femmes algériennes. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Enfin, on peut pas. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des journées comme ça, mais il faut que ces journées, il y en ait beaucoup et que surtout on donne la parole à plein de courants, parce qu'il y a plein de choses à dire encore. Rien n'est jamais très simple. C'est jamais aussi. Oui. Je voulais juste rajouter simplement, c'est que effectivement aujourd'hui il y a toujours des professeurs d'histoire qui veulent approfondir un peu cette question et qui font venir des intervenants comme Bachir Dahak, mais il n'intervient pas tout seul, il intervient aussi avec des fils de Harki ou des pieds noirs ou des fils de pieds noirs. Donc là, les discussions sont parfois un petit peu plus compliqué, quoi. Oui, mais alors il faut aussi se méfier parce que, par exemple, moi, je prends le cas, puisque avoir 20 ans dans les Aurès, que vous verrez demain soir, je pense, hein, c'est vraiment le film clé, hein, un peu sur l'Algérie.
honnêtement, faut se méfier parce que, honnêtement, quand j'ai voulu le présenter, moi, au lycée Pagnol, c'était donc dans les années 90, Vauthier était là, était venu, mais le chef d'établissement de l'époque ne m'aurait sûrement pas permis de faire ce qu'on a fait là avec Guéret-Baillon, hein, mais à l'époque, qui ne voulait surtout pas de Vauthier, hein, ou en tous les cas, il voulait mettre Vauthier. Il me dit, je veux bien que vous invitiez Vauthier, mais en même temps, vous invitez des gens de l'OAS. Je suis désolée, moi, même en tant, je veux bien rester dans une certaine, parce que ça n'existe pas d'être. C'est pas possible d'être. Non, il y a un moment où on dit non, c'est pas possible. C'est non. C'est non. Donc, on ne donne pas la parole à tout le monde. Hein. Je crois qu'à un moment, il ne faut pas donner la parole à certaines personnes. Voilà. Parce que l'objectivité, ça n'existe pas. Je voudrais réagir aussi, juste à un petit aspect de Bachir Dac, c'est ça, de ce qu'il écrit. À un moment, il parle dans son texte des Français qui se sont mis du côté de la résistance algérienne. Enfin, pour les soldats du refus, pour Janson, ça ne me pose pas de soucis. Mais après, on parle d'Yvetot, on parle de tout ça. Moi, j'ai rencontré au sein de la guerre entre aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des noms à consonance française et qui ont vécu en Algérie à ce moment-là. Ils se considéraient pas comme français. Et souvent, ils ont fui l'Algérie parce que il y a eu la répression contre le Parti communiste, puis ensuite, il y a eu la décennie noire. Mais la mort dans l'âme, ils continuent à se considérer quelque part comme Algériens, quoi. Ils ont beau avoir des noms français, et donc le fait qu'ils soient désignés... algérienne. Voilà, ils ont pris la nationalité algérienne. Je parlais du docteur Masboff, il a été directeur de l'hôpital de Constantine, il se considérait comme algérien. Pour ça, quand j'entends dire Yvetot, tout ça, c'est des Français qui se sont mis des côtés. C'est bien d'avoir cité Yvetot, parce que je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Mais ils se considéraient comme algériens. À partir du moment où il y a eu la lutte pour l'indépendance, ils se sont complètement considérés comme algériens. Voilà, c'était juste une remarque. J'ai une nuance. Il y a une nuance aussi, parce qu'on n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout, par rapport, on s'est focalisé sur les pouvoirs spéciaux, mais par rapport aux soldats du refus. Des soldats du refus, les 45, c'était tous des gens qui étaient en lien, justement, avec le Parti communiste d'une manière ou d'une autre. La plupart étaient membres de la jeunesse communiste, et c'était le cas d'Alban. Et il ne faut pas regarder les choses avec le regard de maintenant. Alors, c'est sûr, le Parti communiste avait une position officielle qui dit qu'il faut aller à la guerre pour faire convaincre, éventuellement, avec un espèce de modèle léniniste de la guerre de 14, où on pouvait peut-être aboutir à une fraternisation. Ça ne tenait pas dans une guerre coloniale, et ça ne tenait pas dans le rapport de force tel qu'il était en France. Je pense que le Parti communiste s'est servi de ça, mais par aussi opportunité, parce que le rapport de force était tellement favorable à la guerre au début qu'il avait peur d'être interdit aussi. Et en même temps, dire qu'il n'a pas été solidaire, c'est vrai, il n'en a pas parlé au début, mais à l'époque, c'est le secours populaire qui a mené tout ça. Mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Le secours populaire, c'était pas indépendant. Tous les dirigeants principaux qui faisaient la pluie dans le secours populaire, c'était des communistes au plus haut niveau. Ils étaient en contact. Et donc, c'est en plein accord avec la direction du Parti communiste que ils ont convenu ensemble que c'est le secours populaire qui payerait les avocats, qui finançait les voyages pour que la famille aille voir Alban là où il était en prison, parce qu'ils l'ont toujours mis en prison, même quand c'était pour en Algérie, quand même assez loin de là où il vivait, et ça coûtait du pognon. Voilà, tout ça était en plein accord. Par contre, il fallait pas que le Parti communiste se mouille. Et donc c'est pour ça que tant qu'il n'est pas au procès, on n'en parle pas, et quand il est au procès, il y a un entrefilet dans l'humanité qui dit qu'il est condamné à 2 ans de prison pour avoir pris position contre la guerre d'Algérie. On ne dit pas clairement que c'est un refus de combat. Voilà. Mais les choses évoluent très vite, parce qu'évidemment,
avec ce que fait le Secours populaire pour sensibiliser autour du cas humanitaire. En plus, c'était l'aîné d'une famille de 9 enfants, voilà, vous vous rendez compte, la famille dans la misère et tout, et juste parce que ça lui pose un problème de conscience. C'était le discours du Secours populaire. Et dans les réunions, moi, j'ai ma tante qui accompagnait ma grand-mère dans ses déplacements, et puis d'autres gens qui ont participé aux déplacements, quand ils allaient quelque part pour faire un débat, qui c'est qui les accueillait? Chez qui ils étaient hébergés? C'était chez des militants communistes. C'était les responsables communistes du coin qui les accueillaient. Qui écrivait sur les murs « Libéré Alban Guechety dans toute la France », c'est la jeunesse communiste. Donc voilà, après, d'ailleurs, en 1957, d'autres refusent, et puis il y a un truc où à un moment, il y en a deux qui refusent, dont un est le secrétaire général de l'Union des étudiants communistes, et l'autre est le fils du sénateur et membre du bureau politique, Raymond Guyot, qui était vraiment un grand ponte du parti, qui avait été un an à Moscou, tout ça, voilà. Donc, à ce moment-là, et même Serge Magnien, pour faire mieux qu'Alban Guechety, lui, il a fait signer 100 et pas 32 des gars de son unité pour dire faut pas faire la guerre d'Algérie, il faut négocier avec ceux qui veulent l'indépendance. Donc voilà, le Parti communiste d'ailleurs il a parlé d'indépendance très tôt. Après il n'en parlait pas souvent. Au début. Après il y a eu un moment où le rapport de force ayant changé, il fallait arrêter. Et à un moment Thorez il a dit on arrête tout. Bon tout ça c'est dans le panneau. Voilà, et puis oui, mais c'est pas dans le bouquin aussi. Donc voilà, c'est pas, faut regarder les choses avec de la nuance et quelque part il y avait des choses qui se faisaient en plein accord. Les porteurs de valises, le Parti communiste était au courant. Il faut distinguer l'appareil du militant. Donc, je suis désolée, mais il y a l'appareil l'officiel, l'appareil officiel. Et puis il y a les militants. Moi, j'ai jamais remis en cause le boulot qu'ont fait les militants. Mais quand ils ont décidé de soutenir Alban avec il y a eu une réunion au comité central pour le décider. Oui, ça s'est pas fait avec des militants de base. Les appareils politiques, quels qu'ils soient, je suis désolée. Merci Thomas. Je voulais rajouter un truc par rapport à la guerre coloniale. Il y avait aussi les essais nucléaires en Algérie. Et on parle dans le Sahara. Et une fois qu'on n'a pas y arrivé. On est parti en Polynésie. Et puis là, on s'en foutait après du Sahara. Mais on a fait beaucoup de dégâts. On a laissé une région. On a fait des essais nucléaires. Et puis, quand on parlait d'objection de conscience, à l'époque, être objecteur de conscience, ça voulait dire une dizaine d'années de prison. Il y avait déjà pas de statut. Vous aviez la grève de la faim de Louis Lecoing, en pleine guerre d'Algérie, qui a permis le statut d'objecteur de conscience à ce moment-là. Donc il ne fallait pas parler. Attention, on n'avait pas le droit. Il était effectivement, c'était reconnu le droit à l'objection de conscience. Parce que moi, je prenais le risque en tant que prof d'en parler à mes élèves garçons qu'il existait l'objection de conscience. On n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit d'en parler. On n'avait pas le droit, c'était interdit de parler. C'était une loi, elle était passée, ça existait, mais on n'avait pas le droit d'en parler. Donc, mais enfin, tout est très compliqué, c'est vrai que c'est. Et en plus, je pense que c'est toujours. Je pense que sur le problème de l'Algérie, on est loin d'avoir tout réglé, parce que c'est encore trop passionnel. Voilà. Jeanne-Marie, c'est pour ça que je suis là, pour pouvoir faire passer la parole, parce que il y avait quelqu'un de l'enseignement et des responsabilités des enseignants. La conscience citoyenne des enseignants, un monument individuel, c'est sûr. Il y avait parfaitement présenté. Il y a les contenus d'enseignement. Dans l'enseignement, il y a un creuset des idéologies qui se fait. Et là, concernant les guerres coloniales, le racisme, c'est dans les contenus d'enseignement, donc on a une responsabilité collective profonde dans ce domaine-là. Il faut qu'on s'approprie des contenus d'enseignement, parce que notamment pour les guerres coloniales, le racisme, il trouve sa naissance dans l'ignorance,
Et vous regarderez actuellement la régression en termes de connaissances dans le domaine de la place qui est prise par les sciences naturelles. Je l'appelle les sciences naturelles parce que je suis vieille. Et donc, les sciences naturelles, la part des sciences naturelles dans l'enseignement, depuis la maternelle jusqu'à l'université, j'irai plus loin, elle est voisine de nulle. C'est là-dessus que se prépare le racisme. Et les guerres coloniales ont un grand avenir à partir de là. Donc il faut vraiment qu'on le prenne très au sérieux. C'est sûr qu'au niveau individuel, il y a des lâchetés, mais au niveau collectif, il y a une dimension politique profonde. Et oui, oui, mais qui a envie de prendre en charge ça? Pour le moment, moi, j'entends pas dans les milieux enseignants. C'est à nous à dire attention, faites bouger l'éducation nationale, alors là. Qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école concernant les races, hein? Parce qu'ils parlent des races, par exemple. Quand on voit que l'éducation nationale, c'est une grosse structure et on n'est pas prêt d'en sortir et d'avoir. C'est là que naissent les guerres. Non, mais il faut qu'on se bouge. Non, mais il faut qu'on se bouge. Alors. Oui, mais pour le moment, on ne se bouge pas. Jean-Paul, la privatisation de l'éducation nationale qui se passe maintenant, oui, je pense que ce sera impossible, va disparaître complètement. Je ne tiens pas à squeezer un débat entre enseignants à la retraite. Mais peut-être pouvons-nous passer le remords, Daniel avait parlé tout à l'heure, le remords de Vautier. Et je voudrais en profiter pour vous rappeler que demain, nous aurons très certainement la chance d'avoir avec nous René Gligevich, qui est un ancien appelé de la guerre d'Algérie, qui a fait 58 et jusqu'à 60 là-bas, qui est l'auteur d'un livre qui est paru il y a quelques années qui s'appelle Quand il neigeait, et qui est un livre de révélation de toute une série de choses. Et donc, s'il a la force, parce que son état de santé est un peu que en ce moment, il sera là demain après-midi avec nous et je vous conseille de revenir pour l'écouter parce que c'est à partir de 14h30. À partir de 14h30. Voilà. Et après le film, je peux me permettre de passer un montage que j'ai fait sur la torture à partir du livre de René Gligevich. Ça dure 5 minutes. Et parce que René, il faut qu'il soit avec nous aujourd'hui. Voilà. Alors, avant qu'on en sorte, on avait les 2 poèmes qui devaient être lus par Cécile, donc elle va les lire. Donc elle avait 2 poèmes à lire, Cécile. Ah bon, non, tu peux lire. Attends. Donc tu veux te mettre devant, pouvoir parler de Daniel. Voilà. C'est de mettre un peu comme ça. Des poèmes qui sont qui viennent d'un texte qui avait été dit, d'un recueil qui a été édité par la Biennale internationale des poètes de Val-de-Marne en 2012, qui s'appelle Les poètes et la guerre d'Algérie. Donc j'ai choisi 2 poèmes là-dedans. Un poème de Messaour Boulanoir, qui est un écrivain, un poète algérien, qui est né en 1933, qui a été emprisonné à la prison de Barberousse en 1956 et 1957, qui a écrit un très long poème qui s'appelle La meilleure force. Et ça, c'est un poème qu'il a écrit entre 1956 et 1960. Et je vais dire la première page de La meilleure force. J'écris pour que la vie soit respectée par tous. Je donne ma lumière à ceux que l'ombre étouffe. J'écris pour l'homme en peine, l'homme aveugle, l'homme fermé par la tristesse, l'homme fermé à la splendeur du jour. J'écris pour vous ouvrir à la douceur de vivre. J'écris pour tous ceux qui ont pu sauver de l'ombre et du commun naufrage un coin secret pour leur étoile, un clair hublot dans les nuages. J'écris pour la lumière qui s'impose, pour le bonheur qui se révèle. J'écris pour m'accomplir au cœur de mes J'écris pour m'accomplir au cœur de mes semblables. J'écris pour que fleurisse en nous le désert froid du mal.
J'écris pour que la terre m'appartienne, chaude, tendre et joyeuse. J'écris pour apaiser mon sang violent et dur, et lourd de siècles tristes. J'écris pour partager ma joie avec ceux qui m'écoutent. J'écris pour être heureux, pour être libre, pour tous les hommes vrais qui partagent mes cris, ma peine et mon espoir. J'écris pour éveiller l'azur au fond des yeux malades, au fond des vieux étangs de honte. J'écris pour qu'on défende, pour qu'on respecte l'arbre qui monte, le blé qui pousse, l'herbe au désert, l'espoir des hommes. Donc après, ça c'est la première page d'un très long poème. Hein? Le deuxième poème, c'est un poème de Jean Pellegrini, donc qui était né en Algérie, et qui se disait, comme tu disais, algérien de cœur. Et ce poème, il dit qu'il l'a écrit, il dit « Je ne suis pas responsable de ce poème, je l'ai composé en effet avec des phrases sorties de la bouche d'une vieille femme de ménage algérienne dont je parle dans Les Oliviers de la Justice. » D'ailleurs, il a fait un film, Les Oliviers de la Justice. C'est elle qui m'avait poussé à l'écrire. Elle était le peuple. Le vieux peuple algérien avec ses douleurs et son sourire. Elle était la poésie, et je ne lui ai servi ici que de kateb, c'est-à-dire d'écrivain public. Assis à l'ombre d'un mur devant ses plumes et son écritoire, il rédige sous la dictée de ceux qui ne savent pas écrire. Ensuite, comme le destin, il sèche l'encre avec un peu de sable. Elle serait heureuse, je crois, si elle savait que sa lettre est bien arrivée. Elle s'appelait Fatima. Alors, je tiens maintenant. C'est la présentation du poème. Le soleil, c'est pour le bon Dieu, et le feu, c'est pour les soldats. Nous sommes tous fous, monsieur Jean. Dieu nous a tout donné. La main pour aimer, et elle sert à tuer. La grenade pour la bouche, et elle sert à mutiler. La terre pour tapis, et elle sert à enterrer. Pourquoi tout ça, monsieur Jean? Dieu nous a tout donné. L'arbre pour son ombre, et il sert aux embuscades. Le couteau pour le fruit, et il sert pour la gorge. La nuit pour reposer, et elle sert à veiller. Nous sommes tous fous, monsieur Jean. Si tu veux boire la mer, c'est la mer qui te noie. Quand Dieu te donne un fils, ce n'est pas pour l'enterrer. Mais tu dois sourire, monsieur Jean. Le sourire, c'est pour les vieilles. Le sourire protège les vieilles. C'est leur voile de mariée. Nous avions une odeur de jasmin, et maintenant, regarde, monsieur Jean. Regarde mes bras et mes mains. La main qui sert à caresser sert aujourd'hui à mendier. Nous étions roses, jasmin et lilas. Regarde ma bouche et mes cheveux. Le sourire protège les vieilles, c'est leur voile de mariée. Il ne me reste que mes yeux, et c'est pour voir mon fils tué. Regarde la lune dans le ciel, c'est une branche de palmier. Regarde là-haut cette montagne. Regarde cet avion qui passe. Mon fils aussi l'a regardé. Le soleil, c'est pour le bon Dieu, et le feu pour les soldats. Quand Dieu te donne un fils, ce n'est pas pour l'enterrer. Mais plus haut, il y a un figuier et une eau qui ne tarit pas. Plus haut, il y a un jardin. Je vais mourir, monsieur Jean. Regarde la lune qui se fend. Je vais mourir sans mon enfant. Mais il faut sourire, monsieur Jean. Le sourire protège les vieilles. On va m'enrouler dans un voile et me coucher seul dans la terre. Tu dois sourire, monsieur Jean, c'est mon voile de mariée. Mais si tu marches dans un jardin, pense à moi, monsieur Jean. Pense à ta vieille Fatima. Elle a soigné ton enfant, le sien, elle ne l'avait plus. Quand Dieu te donne un fils, ce n'est pas pour l'enterrer. Pense à moi et puis souris. Moi, je serai dans le jardin. Mais dis quelque chose, monsieur Jean. Dis quelque chose, toi qui sais lire. Dis quelque chose pour que les autres n'aient pas besoin de ce voile pour avoir sur terre un jardin. Bravo.